Jordan Bardella, bonjour. Bonjour, La France merci du pour jardin, votre invitation. Ce que veulent les Français, c'est le livre aux éditions Fayard. Nous, ce que veulent les Français, ça fait 21 ans qu'on les écoute au 32-16. Vous aviez besoin de vous balader pour savoir ce que veulent les Français, monsieur Ça Bardella? fait des années qu'au fur et à mesure des campagnes électorales, évidemment, on entend les revendications de nos compatriotes. Et je pense qu'on fait très certainement Attends, c'est un peu trop accéléré pour mon cerveau, là. Excusez-moi, je suis vieux, hein, putain. Je sais que vous consommez vos vidéos en x2, mais doucement. partie des mouvements politiques qui sont enracinés dans une partie des attentes de notre pays. Il y a une volonté très forte aujourd'hui d'ordre, de sécurité. Il y a un ras-le-bol à l'égard de la fiscalité qui écrase, des normes. Une volonté aussi très forte de défendre son identité, défendre son pays. Mais le rythme de la politique est quelque chose qui écrase. Et il était bon, je crois, de prendre le temps pendant un an, ce livre m'a pris un peu plus d'un an à l'écrire, d'aller chez les Français sans... Il sort encore un livre. Oh là 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 là. Eh, ça y est, lui. Ça y est, c'est livre de con, là. caméra de Ça y est, télévision, sans reporter d'image, de les écouter et d'être capable de me faire le porte-voix de leurs attentes aujourd'hui, parce que je pense que le monde politique ne fait plus quelque chose qui m'apparaît fondamental aujourd'hui, c'est écouter les Français et essayer de traduire leurs attentes sur le plan politique, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire avec ce livre. Alors, les Français, il y a notamment Bernard, le pêcheur de Sète, Olivier le boulanger, Corrado le restaurateur, Pascal la magistrate, il y a Corinne la mère de Villethierry, Dominique l'expatrié de Limoux. Steak 94 qui offre 5 subs, pardon. Putain, c'est dur à dire. Merci, mon gars. Merci du soutien, mon gars. Il a déjà offert 25 subs sur le stream. C'est un investisseur. C'est un investisseur, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sultan Adoman, maintenant, c'est quelques-uns de ces Français que vous êtes allés les voir. Mais c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont déjà d'accord avec vous, en fait, que vous êtes allés voir, ou pas, Jordan Bardella, au travers de ce que je peux lire. Il n'y a pas beaucoup d'opposition dans le dialogue que vous avez eu avec eux. Non, mais l'opposition, elle peut avoir lieu dans le débat, elle a lieu lors des campagnes électorales, mais j'ai essayé de faire ce livre sans attache partisane. Évidemment, et je suis honnête avec vous, un agriculteur qui me reçoit 1 à 2 jours sur son exploitation, ou un pêcheur qui me reçoit sur son bateau, à minima, il avait envie de discuter. À minima, il avait au moins envie de discuter avec moi. Donc, je vous en fais grâce. Mais on représente aujourd'hui un mouvement politique qui est donné potentiellement gagnant des élections législatives, potentiellement gagnant des élections présidentielles. Ça veut dire qu'on a peut-être un Français sur 2 qui partage nos idées. Donc, ce livre, c'est une ode à la France du travail. Ça dit beaucoup de ce qu'est notre pays aujourd'hui. Ça dit beaucoup du ras-le-bol à l'égard des impôts, à l'égard des normes. Vraiment, l'idée principale de ce livre, c'est le travail, c'est les gens qui... Les gars, quoi qu'on en dise... Attends, Twitch gauchiste a rattrapé ma veste. Il y a un clip de moi. Extrême droite a niqué mon référencement sur Google alors que tout est faux. J'ai envoyé un mail à Google France pour essayer de déréférencer ça, mais déréférencer du journalisme est extrêmement compliqué. Jure, ils viennent de faire un clip sur ma gueule. Ah, je suis mort sa mère. Putain, ça fait longtemps qu'ils ont pas fait un tweet sur moi, Twitch gauchiste. Ils m'ont lâché la grappe pendant 1 mois. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et ils ont fait un clip sur ma gueule, là, à l'instant, là. Quand j'avais fait une demande de déréférencement parce qu'il y a eu il y a eu de la diffamation sur moi, wesh, il en a fait un clip et je suis mort. Ils ont même gardé la partie de l'avocat qui a porté plainte contre moi. Non mais vas-y, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, je voulais dire les mecs un truc, Alors, ok, vous serez peut-être pas tous d'accord avec moi les amis, mais moi je commence à le constater année après année. J'ai le sentiment, alors je suis pas du tout dans ces idées les mecs, hein. Mais alors, peut-être qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui seront d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Bardella, il est de plus en plus affûté dans son discours. Dans le sens où il était tellement à chier, aux législatives, quand notamment il avait bégayé sur la réforme des retraites, il a pas réussi à s'expliquer sur le plateau de TF1, et j'ai l'impression que il est rentré dans la salle du temps à ce moment-là. Les gars, j'ai l'impression que les entraîneurs de Bardella, ils sont en train de l'affûter. Genre, ils sont en train d'aiguiser le couteau jusqu'en 2027, jusqu'au municipal aussi. Et j'ai l'impression qu'on aura un Bardella qui sera peut-être challenger en 2027, les mecs. Hein. Il a pris en maturité. Non, mais personnellement, pour ceux qui ont suivi mes streams depuis plusieurs années, il commence à être de plus en plus affûté. Un nouveau sub. Même si ses idées puent la merde, on peut le dire quand même. Merci Fedaïn pour le sub offert. Merci, mon gars. Bof, il est affûté, quand préparé, mais toujours rien dans le fond quand on gratte, surtout en débat. Ben justement, là où je dis qu'il est affûté, c'est que sur les questions de fond, Bardella, il arrive, et on va peut-être le constater sur cette vidéo, peut-être que je me trompe, mais sur le fond, il arrive de plus en plus à s'escape du piège des médias. Parce que peu importe
même si les médias sont assez pro-RN, il y a quelques journalistes qui essayent de creuser un petit peu le fond de M. Bardella. Avant, il bégayait, réforme des retraites par exemple, mais maintenant il commence à s'entraîner, à esquiver, à faire de la langue de bois. Ça commence à... T'as capté quoi. Ça commence à être affûté mon gars. Qui bossent et les gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. C'est Olivier, ce boulanger de la Marne qui tenait... Oh, attends, question intéressante, excusez-moi le chat. Est-ce que tu penses que quand quelqu'un comme Bardella monte autant, c'est parce qu'il représente vraiment les idées des gens ou parce qu'il incarne le vide politique qu'on a laissé en face? Et surtout, est-ce qu'on peut encore juger un politicien uniquement sur ses convictions ou faut-il juger la société qui le rend possible? Alors moi, la véritable percée de Bardella, je pense qu'il incarne le vide politique qu'on a laissé en face. Macron n'a pas réussi à répondre aux attentes des Français. Le RN, ça fait longtemps que les gens ont voté le RN et qu'il y a eu une percée lente mais significative. La vraie percée, c'était au législatif de 2022. Non, de 2024, pardon, la dissolution. Bah, excusez-moi les amis, bah oui en fait. Bardella, il est en train de récupérer le vide qu'a laissé les hommes politiques et même la gauche. Même la gauche. Donc, en premier lieu, la gauche a délaissé les Français. Macron a délaissé les Français. Les Français ne veulent plus entendre parler des successeurs de la Macronie comme Édouard Philippe, Gabriel Attal. Ça laisse une place à Bardella. Complicité des médias. Tous les médias encensent Bardella et Marine Le Pen. Ça fait un cocktail explosif. Ça fait un cocktail explosif. Européenne et législative, les mecs. On s'est compris, hein. On s'est compris. Donc, on fait nos devoirs. On a compris la leçon. On a compris que les médias et les politiques sont responsables de la percée du RN. Merci Boubou pour le sub. Merci mon gars. D'accord qu'il a clairement profité du vide laissé par Macron et la fatigue politique générale, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce que c'est juste un effet de contexte ou est-ce que ça montre qu'une partie des gens a vraiment basculé sur le fond? Genre, si demain, il n'y a plus ce vide, il retombe ou il reste? C'est une bonne question. En vrai, c'est une bonne question. Sur la première partie, il y a fondamentalement des Français qui ne supportent plus les Algériens. Faut dire les termes, les mecs, à un moment donné, tout ce qui est Maghreb, les Français, pas tous les Français non plus, mais les Français n'en peuvent plus. Et ces idées-là qu'on voit sur Twitter, les gars, faites l'expérience. Hein. Vous créez un compte Twitter, les premiers tweets que vous allez voir, c'est des tweets profondément xénophobes, profondément islamophobes. Les Français, maintenant, il y a des Français, voilà, je le dis, les mecs, il y a des Français qui en ont marre de l'islam, qui en ont marre de la religion dans son ensemble, mais surtout l'islam, qui en ont marre de la gauche, qui en ont marre de l'extrême gauche, qui en ont marre du communisme et qui veulent pousser la France à plus de politique libérale. À un moment donné, les gars, c'est hélas, mais c'est vrai. Hélas, mais c'est vrai, les mecs, c'est vrai. Merci Christopher pour le sub. Merci, mon gars. En plus, c'est un visage découvert. Mais ouais, il y a des mecs qui s'assument. Ils s'assument totalement d'être islamophobes. Ils s'assument totalement d'être xénophobes. Vous les voyez sur Twitter, les mecs, des fois, ils ont leur pseudo, mais des fois, il y a leur visage. Il y a littéralement leur visage en photo de profil. Tu vois leur tête. Ils assument maintenant. Ils assument de montrer leur face de merde, gros. C'est une dinguerie, ma gueule. C'est une dinguerie, ma gueule. Dernière boulangerie d'un petit village dans la Marne. Et Olivier a été écrasé des mois durant. Petit à petit par la facture d'électricité qui a été multipliée par 5, 6, 7 et qui a rendu totalement impossible. D'ailleurs, il vous le dit, il n'ouvre plus le soir. Il a arrêté d'ouvrir le soir, notamment. Oui, mais ça dit beaucoup de... Quelques clients, je perds de l'argent, trop d'électricité, trop de charges, ça me coûte plus cher que ça me rapporte. Et c'est quoi le problème? C'est les règles européennes de fixation des prix de l'énergie. Je veux dire, on a un pays qui est le pays de l'atome, qui est le pays qui a construit sa compétitivité sur une électricité pas chère, qui nous a, dont nous a doté le nucléaire. Et aujourd'hui, on voit bien que le fait d'aligner nos règles, notre prix de vente de l'électricité sur le coût de production de l'électricité en Europe et notamment sur le gaz allemand, fait que vous avez des petits chefs d'entreprise, mais aussi de très gros chefs d'entreprise qui voient leur facture d'électricité multipliée par 3 ou 4 de manière totalement hasardeuse, de manière injustifiée. Et ça, c'est insupportable. Donc, oui, en creux, il y a ces ressentis qui s'expriment aujourd'hui dans la France du travail vis-à-vis du prix de l'électricité pour ce boulanger, vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis évidemment de l'Union européenne, de ces impôts qui sont toujours plus importants sur ceux qui bossent. Et les gens ont le sentiment de bosser pour tout le monde. Il y a une minorité de gens dans notre pays qui a le sentiment de porter sur ses épaules les efforts de toute notre société. Et moi, j'ai voulu rendre hommage aussi à ces Français qui se battent. Vous avez cité Bernard, ce pêcheur de l'Hérault. On pourrait citer François, cet agriculteur du centre de la France. Et tous se battent pour leur travail, pour leur fin de mois, mais ils se battent aussi pour la souveraineté de la France. Et j'ai voulu donner la parole à cette France que l'on n'entend plus, qui se manifeste parfois les soirs d'élection, qui de plus en plus, c'est vrai, vote pour le Rassemblement national, mais qui est totalement, dont le monde politique est totalement déconnecté aujourd'hui des attentes. Didier Giraud. D'ailleurs, j'ai un truc à rajouter, les amis. C'est là où le RN, j'arrive pas à comprendre la percée.
Mais vas-y, à un moment donné, les mecs, ça mérite des études universitaires, j'en sais rien. T'as d'un côté l'extrême droite nationaliste de Zemmour qui dit que le RN, c'est un parti socialiste. Son économie est une économie socialiste. Et d'un autre côté, quand Marine Le Pen prend la parole et Bardella, là je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure son discours, on est à peine à 4 minutes de vidéo, il nous en reste beaucoup. Mais bref, Bardella, il nous parle d'une France qui est trop fiscalisée. Il veut défiscaliser en quelque sorte la France. Je le dis avec des termes bruts. Et je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut défiscaliser exactement, genre? Il veut libérer un petit peu le pays de toutes ces taxes, de toutes ces normes. Mais pour l'instant, dans le fond, c'est ça que le vieux il avait expliqué tout à l'heure. Le fond de Bardella, il est toujours aussi mystérieux. Il est toujours aussi flou. Il est toujours aussi brouillon. Genre moi, je sais pas où est-ce qu'il veut emmener la France. Genre, je sais pas. Le RN dit tout et son contraire. Mais bien sûr. Bardella va se séparer de Marine Le Pen. Les mecs, je vous jure que Bardella qui trahit Marine Le Pen, c'est le plus grand divertissement de la 5ème République. Croyez-moi, les mecs, on va vivre un divertissement de baiser. Mais c'est pas possible, c'est trop un suceur. C'est trop un suceur. Oui, moi, j'ai adoré ce recueil de profils parce que c'est ce que je dis, c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que je dis depuis 17 ans et c'est ce que j'entends depuis 17 ans au Grande Gueule. Et globalement, c'est cette France oui, qui a le sentiment qu'elle doit faire toujours plus quand d'autres font toujours moins. Après, le constat, il est sympathique, mais j'arrive pas à voir comment vous passez de ce recueil de problèmes, parce qu'en fait, les témoignages sont un recueil de problèmes à un programme politique. Ça, j'arrive pas à voir, d'autant plus que dans ce qui est décrit, il y a quand même une majorité de cas où la problématique, elle est à l'Europe. Et même si moi, dans mon quotidien de paysan, je retrouve celui de François et on peut largement mettre une couche nationale par-dessus. Enfin, j'espère que vous avez bien affûté le catalogue des réformes à faire parce que ça ressemble au catalogue de la Redoute dans l'épaisseur. Et comment vous allez faire pour aller réformer l'Europe là où je crois que votre absence n'est pas de la plus remarquée, quoi. C'est-à-dire ? Ah, ça vous arrive d'être absent à l'Europe. J'ai 87% de taux de présence au Parlement européen. C'est pas votre absence, c'est votre présence. Hein. Oui, trompé. Oui. Absolument. Donc je suis très présent au Parlement européen et je pense qu'on a fait partie ces dernières années de ceux qui ont contribué à montrer les limites et vous allez arriver les failles de l'Union européenne, notamment sur la politique agricole. Je vais vous répondre sur le programme sur l'agriculture, c'est très intéressant. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce recueil de sentiments, de colère qui s'expriment aujourd'hui dans le pays et que vous faites aussi à votre niveau avec cette émission? C'est parce que les gens nous parlent. Vous voyez, moi, quand je discute avec des Français, il n'y a pas les barrières classiques qu'il peut y avoir avec des responsables politiques. C'est vrai avec moi, mais c'est aussi vrai avec Marine Le Pen. Les gens se confient à nous, les gens nous disent leur colère, les gens nous disent leur souffrance, et beaucoup de gens nous disent merci de dire ce qu'on pense, merci de dire ce qu'on ressent. Et ce que les gens ressentent précisément, j'ai voulu l'exprimer au travers de ce livre, parce que le livre permet encore de prendre le temps, non seulement d'écouter, mais d'exprimer ce que ressentent aujourd'hui beaucoup de Français. Vous noterez également que dans ce livre, je ne me contente pas de relater les confidences et les confessions que m'ont fait les Français. Je fais aussi des propositions. Oui, alors, c'est un livre programme. Propositions. Alors, non, c'est pas un livre programme. Ah si, c'est un livre campagne électorale déjà. Ce n'est pas qu'un livre programme. Ah si, c'est un livre. Il y a des propositions, c'est que ça se relie quand même à une. Mais parce que je me contente pas. Les gars, je vais vous poser une question dans le chat. Alors, je pense qu'il y a des consommateurs de streamers, pardon. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que les gars, vous pensez que pour la gauche, de manière générale, surtout la France insoumise, hein, est-ce que c'est pas une bonne idée d'incarner un trio de tête? Genre un trio de tête, voire un duo qui prend la parole sur les médias, qui fait les gros médias, et pas se disperser vers plusieurs personnalités. Un peu comme, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais un peu comme Solari, comme Eclipse à l'époque, où il y avait trop de personnalités sur un même stream, et du coup le mec avait du mal à s'identifier à un streamer, vu qu'il y a trop de personnalités qui convergent. Moi j'ai l'impression que la France insoumise a trop de personnalités, genre. J'ai l'impression qu'il y a trop de personnalités. À un moment donné, les mecs, il faut dire les défauts, ce qui fonctionne pas. Ça se tient, on est d'accord. Moi, je connais ces personnes parce que je les ai côtoyées, je les ai eues en interview, etc. Mais dans l'esprit du Français, même s'il sait que Mélenchon, c'est l'incarnation même de la France insoumise, j'aurais bien aimé avoir un duo ou un trio. Un peu comme Naruto, Tsunade, Orochimaru, Jiraiya. Genre, c'est simple. Mon ami, c'est simple. Là, j'ai l'impression qu'il y a trop de... on est dans l'équipage de Barbe Blanche, exactement. Il y a Marco, il y a Ace, il y a Vista, il y a Barbe Blanche, il y a Barbe Noire. Il y a trop de... Il y a trop. Voilà, juste subir. Guetter, Bompard. Désolé Mathilde Panot. Je suis vraiment désolé Mathilde Panot. Guetter, Bompard, Mélenchon, c'est tout. C'est tout.
Ah, désolé David Guiraud. Ah, désolé David Guiraud, je peux pas. Désolé. Ah, désolé les gars. Il faut en éliminer. Les amis, il faut en éliminer. Je suis désolé. Antoine Léaumont, je peux pas. Je peux pas. Guiraud, Bompard, Mélenchon. Ah oui, mais vous voulez pas Mélenchon parce que vous voulez un successeur naturel de Mélenchon. Ok. Bon, alors, ok. Bompard, Guettet. Vous avez mis qui? Attends, Bompard, Guettet. Coquerel. Bompard, Guettet, Coquerel. Non mais, ah, Guiraud, putain. Ah mais Guiraud, ah les gars, désolé. David, aïe, les gars. Non mais après, les gars, je ne dis pas que mon idée est meilleure. Je ne dis pas ça. Vous avez raison de dire, que le talent, les multiples talents qu'il y a dans la France Insoumise, c'est une bonne idée. Mais quand tu incarnes ce talent-là à la télévision, il y a trop de personnalités qui convergent. Quand on voit les sondages, ils ont testé Bardella, ils ont testé Marine Le Pen, ils n'ont pas testé des candidatures genre Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, ou je ne sais pas quoi. Nous, quand on a des simulations de sondage, on n'a que Mélenchon, mec. Il n'y a pas une hypothèse de Bompard président, il n'y a pas une hypothèse de Clémence Guettet. Ils savent, les institutions de sondage savent qu'il y a trop de talent, et du coup, par défaut, on va prendre que Mélenchon. Je trouve ça gaze. Je sais pas, après, peut-être que je me trompe. Mec. Donc là, tu es en crush sur Clémence Guettet, car tu aimes ce look bourgeoisie timide. Clémence Guettet timide. Ah les gars, vous aimez trop ce lore. Les gars, vous aimez trop ce lore de Dofla X Clémence Guettet. Je vais vous demander de enlever vos mains. Arrêtez ça les gars, vous arrêtez ça tout de suite, parce que les membres de la France Insoumise regardent mes streams et ça va me fermer des portes. Vous allez arrêter ça tout de suite. Ok? Les trucs de gossip, Dofla et Clémence Guettet, vous allez arrêter ça tout de suite. Je vais avoir des problèmes après. Je vais avoir des problèmes de bâtard. Ok? Attention les gars. Attention danger. Attention, je vais m'énerver. Bompard, Delogu, Guettet, c'est les BDG. Oui, bon, ça fait la team BDG. Ça ira. Delogu, ça ira. Je t'aime bien Delogu, mais ça ira. Les propositions, elles sont quand même relativement floues. Enfin, vous lancez des pistes de propositions. On est plutôt sur il faudrait que. C'est plus du yaka faucon pour l'instant. Parce que les propositions que vous faites, elles ne sont pas forcément encore chiffrées, articulées. On n'est pas encore dans le livre de la présidentielle. Alors, on sort de 2 grandes campagnes électorales. Donc, le programme sur lequel nous sommes arrivés en tête aux élections européennes, où nous avons réalisé 37% des voix aux élections législatives et qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois le premier groupe d'opposition au Parlement européen et le premier groupe de l'Assemblée, c'est parce que les propositions qu'on avait formulées, le programme que j'avais défendu avec Marine, a précisément trouvé un écho en France. Maintenant, ce livre n'est pas un livre programme, mais je ne me suis pas contenté d'écouter les Français. J'essaye de proposer des solutions. Sur l'agriculture, par exemple, le vrai scandale aujourd'hui, c'est que l'agriculture est le seul domaine dans lequel la vente à perte est autorisée dans notre pays. Les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail, et moi je me bats en ce moment même au Parlement européen contre le Mercosur et contre ces accords de libre-échange qui sont toujours la course au moins 10 ans et qui mettent nos agriculteurs en concurrence avec des pays qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à nos chefs d'entreprise et donc à nos agriculteurs. Je propose également que dans les marchés publics, c'est-à-dire dans la restauration collective, nos agriculteurs puissent avoir une priorité. Je trouve ça fou que dans le pays qui est peut-être la puissance agricole par excellence en Europe, dont les pays sont enviés dans le monde entier, 2/3 du bœuf qui est consommé aujourd'hui dans la restauration collective soit d'origine importée, quand vous avez aujourd'hui des milliers d'agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et donc moi je propose pour faire passer très simplement, c'est pour ça que je me présente 2024 aux élections et déficitaire. Absolument, c'est pour ça. Alors c'est vrai les amis que pour 2027, il y aura une vraie bascule sur le vote des agriculteurs, mais tous les métiers qui sont liés à l'agriculture. Pourquoi? On a vu qu'il y avait pas mal de manifestations, on a vu que les agriculteurs en France sont extrêmement en colère pour le Mercosur, les réglementations européennes, les normes, etc. qui étouffent en quelque sorte les agriculteurs. La France insoumise doit vraiment capter ce problème, écouter les agriculteurs. Je sais que c'est toujours plus intéressant d'avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, etc., dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, qui utilise des pesticides, qui pollue nos sols, etc., en veux-tu, en voilà. Mais il faut véritablement que la France insoumise capte ce problème-là, parce qu'il y aura peut-être une bascule. Il y a des métiers comme ça, où il y a énormément de personnes qui vont peut-être voter extrême droite, ou peut-être à gauche, ou le moindre mal, centre-droit, avec Édouard Philippe. Mais les mecs, attention, il y aura danger. Voilà, je le dis les gars, il y aura danger.
Est-ce que les agriculteurs votent RN Dofla? C'est une bonne question. Vote des agriculteurs présidentiel 2022. Le vote des agriculteurs. Les intentions de vote pour les agriculteurs. Alors, c'est 65%. Intention de vote. Hein. Alors là, c'est la source FNSEA. Donc, je crois que c'est le syndicat qui est très à droite. Ça a voté Macron à 65%. Valérie Pécresse à 35% et 26% pour Éric Zemmour. Voilà. Monsieur Marchal, que je me présente aux élections. Le temps du programme, il viendra. Mais pardon, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on est présent dans la scène politique. Quelles élections les prochaines alors? Ça sera quoi? La question que j'allais vous poser là-dessus, c'est en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République, il décide d'aller regarder la France au fond des yeux. Vous savez, absolument. Les fameux dîners qui n'étaient pas filmés. Hein. Ils ont fait semblant d'en filmer, hein, mais sinon il en a fait plein comme ça, où il allait manger chez des Français sans qu'on le sache en réalité. Mais il a fait ça après avoir été élu président de la République. Donc vous, en fait, vous l'avez fait avant. Donc vous visez vraiment bien la présidentielle. Alors vous vous préparez à être... alors j'espère pas le futur Valéry Giscard d'Estaing, parce que là, sinon on va s'inquiéter. Mais en tout cas, vous préparez une sorte de communication un peu à la Giscard d'Estaing finalement. Aller regarder la France au fond des yeux. Je me prépare à devenir, et peut-être dans les prochaines semaines, Premier ministre de mon pays. Ah. Ça ne vous aura pas échappé que le risque de dissolution, il existe, et que je fais partie de ceux qui appellent le président de la République à revenir devant les Français parce que, et vous le disiez, monsieur Marchal, il y a quelques minutes, pour construire un projet, pour apporter des réponses. Ah les gars, il l'a dit, hein, il est prêt à prendre le pouvoir, il s'apprête à prendre le pouvoir. Des majorités, et la situation dans laquelle nous ont plongé et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en s'alliant au second tour des dernières élections législatives a été mise en œuvre précisément pour m'empêcher de devenir Premier ministre et pour m'empêcher d'avoir une majorité et de mettre en œuvre les propositions sur lesquelles plus de 37% des Français ont voté lors des dernières élections législatives. Donc le temps de l'action, il va venir. Maintenant, pour agir, il faut avoir un diagnostic lucide de la situation, et moi, si vous voulez, je fais ce constat-là, c'est qu'aujourd'hui, les idées qui sont portées à Paris sont en totale déconnexion avec ce qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français. C'est vrai sur l'immigration, c'est vrai sur l'effondrement de l'autorité aujourd'hui dans notre pays. Et ce livre, c'est aussi un plaidoyer contre la France d'Emmanuel Macron et contre cette France qui a été, je dirais, divisée, opposée depuis 2017, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui considèrent que leurs enfants ou leurs petits-enfants vivront bien moins qu'eux. Donc moi, je me bats pour remettre le pays sur le chemin de la production, je me bats pour ramener la sécurité dans mon pays, je me bats pour qu'on ait encore une souveraineté, notamment sur le plan alimentaire, et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas dans son cœur, dans son esprit et dans sa bouche ce qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français. Et si je l'ai fait, monsieur Marchal, c'est parce que je ressens, moi, une facilité d'échange avec nos compatriotes. Et ce qui m'a frappé dans ces témoignages, c'est la simplicité. Oui. J'essaie de l'être, et c'est en tout cas la simplicité avec laquelle les Français se confient. Vous avez dit il y a quelques instants, je me prépare à être Premier ministre. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Voilà. Sauf que ça n'a pas marché le coup d'avant. Pourquoi est-ce que ça marcherait là, si jamais dissolution il y a? Mais parce que nous ne cessons de progresser. Il faut faire 50+1 pour aller à Matignon, et il faut avoir 289 députés. Ou alors faire l'union des droites. Ah oui, nous allons progresser. Je veux faire l'union de tous les Français. Et si pas des droites. Mais bien plus que ça. Vous voyez, j'ai été le premier à dire que si demain j'avais une majorité absolue en cas de dissolution, j'accéderais à Matignon avec une majorité patriote fiable. Si demain j'ai une majorité relative, j'irai naturellement chercher dans l'hémicycle des alliés, et j'ai été le premier lors des dernières élections législatives, vous pouvez pas me faire ce reproche, à tendre la main au président des Républicains, Éric Ciotti, en disant écoutez, on n'est pas d'accord sur tout, mais peut-être que dans le cadre d'une cohabitation, on peut se mettre d'accord sur un programme de gouvernement, on peut faire en sorte de faire sauter ce piège mitterrandien qui a été bâti il y a plus de 30 ans, il y a plus de 40 ans, et qui fait qu'il y a parfois deux électorats qui partagent les mêmes aspirations sur les grandes orientations du pays, sur la défense de notre identité, sur la défense de la nation, sur le ras-le-bol fiscal, sur le besoin d'ordre aujourd'hui dans notre pays, mettre de côté nos sensibilités et travailler ensemble. Moi, je veux parler à tous les Français, aux Français qui viennent de droite, aux Français qui viennent de gauche, et je veux leur dire que pour rassembler notre pays, pour remettre... Oh frérot, il est en meeting, ma gueule, waouh mettre le pays sur le chemin de l'ordre et de la prospérité, on aura besoin de tous les Français, et c'est ce que j'ai voulu aussi dire au travers de ce livre, en prenant des gens dont je n'ai pas sollicité en amont l'appartenance partisane. On va continuer d'évoquer le livre, mais je voulais rester sur cette phrase là. Quand Barbara vous a demandé, c'est un livre de programme, vous préparez à quoi? Vous dites Là, tu as entendu parler de Juan Branco, tu en penses quoi de lui? Il se présente au présidentiel. Alors, malheureusement les amis, Juan Branco ne jouit pas d'une bonne popularité sur mon stream. À ce qui paraît, c'est un agresseur, Juan Branco. À ce qui paraît, c'est un agresseur, donc Bellec à qui vous donnez du buzz, les mecs. Bellec à qui vous donnez du buzz. Donc attention, dégâts.
prépare à devenir Premier ministre, c'est une éventualité. Vous pensez que là, les jours du gouvernement Lecornu, là, sont comptés, que c'est une question de jours, de semaines qui va sauter? Ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Ils sont prêts à vendre leur mère, ils sont prêts à se couper un membre pour ne pas retourner devant les Français. Et pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, les macronistes, les républicains et le Parti socialiste. Et ils savent très bien que si nous retournons demain aux élections, ils seront très certainement balayés. Donc ils sont prêts, si vous voulez, à remettre en jeu la stabilité du pays, à accabler les Français de taxes et d'impôts avec un budget qui est une boucherie sociale et une boucherie fiscale, qui prévoit initialement d'aggraver de 20 milliards d'euros la fiscalité sur la France du travail, d'augmenter et d'aggraver de 30 milliards d'euros la dépense publique, de ne faire aucune des économies dans la mauvaise dépense publique, de ne remettre en cause aucune des grandes politiques qui font aujourd'hui souffrir les Français et souffrir le pays pour se maintenir en place. Donc je pense, et je l'ai dit, que rien de sain ne peut émerger de cette situation. Et... Big complotiste, avocate de Zoé Sagan, le Branco. Ah, ce qui paraît, on m'a dit que Zoé Sagan, c'est un transphobe. C'est un transphobe un peu chelou, hein. Un peu chelou, les gars. Juan Branco, bizarre, hein. Vraiment, moi, il est pas clair, ce mec, hein. Donc là, tu devrais te renseigner de ton côté avant de dire ça. Ah, je sais pas. Moi, Juan Branco, je sais pas. Je le sens pas, ce mec. Je le sens pas. Et la solution, me semble-t-il, quand on est confronté à une impasse institutionnelle et une impasse démocratique, c'est d'en prendre acte, c'est de revenir devant les Français. Et nous sommes prêts à revenir devant les Français. Alors, est-ce que c'est ça votre grande habileté stratégique? Je le dis absolument sans ironie. Il a l'air confus un peu. Vous attendez que vraiment ça soit l'halali complète pour LR pour pouvoir aller finalement tendre une main généreuse aux derniers qui traîneront par là et qui voudront peut-être sauver leur siège, notamment en vous rejoignant dans le cadre de législatives. Et deuxièmement, d'avoir voté hier avec la gauche cette merveilleuse taxe sur les multinationales. C'est-à-dire que là, vous avez mis une sacrée pierre dans le jardin de Monsieur Lecornu. Alors, est-ce que c'était stratégique ou est-ce que vraiment vous y croyez à cette taxe à 26 milliards sur les multinationales, ou est-ce que vraiment là vous lui en avez flanqué une dans les pattes? C'est le coup des grenades de Macron, quand il avait dit... J'ai suspendu 9 mois par le conseil de discipline pour avoir violé le secret de l'instruction d'une enquête pour viol et agression sexuelle dont il fait l'objet. Aïe, 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 bizarre. C'est une grenade, là, vous avez voté avec grenade. la gauche. Non, mais attendez, moi, vous voyez, ce truc qui consiste à dire vous avez voté avec la gauche, j'ai voté. Non, quand on vote quelque chose, nous, sans sectarisme, et je vous rappelle qu'on est le groupe politique qui, à l'Assemblée nationale, votons le plus de textes qui n'émanent pas de notre parti politique, ce qui veut bien dire que nous ne sommes pas sectaires et que le sectarisme, nous ne faisons que le subir. Mais nous regardons quel est l'intérêt du pays et quel est l'intérêt des Français. Il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise, et quand je dis petit, je parle de la taille de l'entreprise, qui nous écoutent ce matin, des artisans, des commerçants, des patrons de TPE, PME ou d'ETI, qui ne comprennent pas qu'ils doivent payer 25% d'impôts sur les sociétés, alors que de grandes multinationales étrangères, comme McDonald's, comme les GAFAM, Amazon, comme McKinsey par exemple, Google, Amazon, absolument, Facebook, comme McKinsey par exemple, Apple, qui extrait ses bénéfices pour les envoyer au Delaware, qui est un État des États-Unis où il y a 0% d'impôt sur les sociétés, que nos chefs d'entreprise doivent payer 25% d'IS et que des grandes multinationales, par des mécanismes d'optimisation fiscale et de contournement des prélèvements, doivent ça, c'est une mesure de gauche. Vous êtes de gauche ou vous êtes de... C'est une mesure de gauche, justement, ouais. La gauche qui aimerait faire en sorte que les impôts sur les sociétés des très petites entreprises et même les moyennes entreprises ne sont pas à 25%, mais sur un tarif progressif. Des impôts progressifs par rapport aux très grandes entreprises. Bardella, un peu de gauche, hein. Mais voyez pourquoi des fois, t'as des mecs comme Zemmour qui viennent t'expliquer sur les plateaux télé que le programme du RN est socialiste. Voilà, c'est pour des propositions comme ça. Je pense que Zemmour, il est vraiment à l'opposé de ce que vient de proposer M. Bardella, littéralement. Non, ce n'est pas de gauche, vous êtes de gauche. Même Marine Le Pen, ce sont des mesures. Oui, les gars, mais je vois, excuse-moi, BKR, mais c'est du bon sens. Je suis d'accord. Pardon, je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est ce genre d'argument qui justifie pourquoi l'extrême droite attaque le RN sur le programme, en expliquant que c'est un programme, regardez ceci, ce qu'il vient de dire sur les impôts sur les sociétés, ok, c'est du bon sens, mais moi j'estime que c'est du socialisme. Donc le RN n'est pas d'extrême droite, enfin n'est pas de droite libérale ou je sais pas quoi, comme veut nous faire penser M. Bardella. C'est le chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires, on peut pas, non mais parce que vous avez raison, tactiquement. Donc ce n'est pas une taxe, Madame Le Pen. Non, c'est le chiffre d'affaires. Absolument. Voilà, c'est sur le chiffre d'affaires. C'est le ratio du chiffre d'affaires en France sur le chiffre d'affaires mondial, rapporté au bénéfice mondial. Si on met en place ce principe, eh bien une grande multinationale doit payer la même chose qu'une petite, donc moyenne, ou qu'une ETI française. Moi, je suis
je suis pro-croissance, je suis pro-production, je suis pro-entreprise, mais je considère que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et il n'y a aucune raison qu'un chauffeur de taxi ou qu'un restaurateur doive payer, par exemple, quand on a une TPE-PME ou une ETI, 25% d'impôt sur les sociétés, et qu'une multinationale étrangère ne paye aucun impôt sur les sociétés en France, ou en tout cas des sommes très dérisoires. Je vous rappelle que McDonald's a été à plusieurs fois pointé par des procédures administratives et par des procédures de justice parce qu'elle organisait précisément l'évasion de son chiffre d'affaires pour avoir à payer des impôts sur les sociétés. La gauche. Normal. Non, je dis ce que disent beaucoup de Français. Allez demander aux chefs d'entreprise qui écoutent les grandes gueules s'il est normal que payent eux 25% d'impôts sur les sociétés quand McKinsey ou McDonald's en payent 0, notamment s'agissant de McKinsey. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, personne ne trouve ça normal. Donc c'est pas être de gauche ou être de droite. Moi, je ne suis pas de gauche et je ne suis pas socialiste. Mais quand le Cornu et les LR hurlent en entendant cette nouvelle taxe qui a été votée hier, ben je dis que vous avez joué un joli coup contre le Cornu, c'est ça que je dis. Stratégiquement, je veux dire. On a joué en planche le Cornu. C'est pas une question de savonner la planche à le Cornu. Bah si, parce que là, le Cornu, c'est pas mon sujet. Il va avoir du mal avec sa Zuckman Light. S'il rajoute la Zuckman Light à ce que vous avez fait hier, là, la droite va hurler, les financiers vont hurler, tout le monde. Bardella, au premier face-à-face avec Mélenchon et Manuel Bompard, va exploser sans les médias. Monsieur Bardella vaut rien, il a aucune répartie, c'est une coquille vide. Eh ben, j'espère, mon ami, que l'année prochaine, après Marine Le Pen, elle est affûtée, les mecs. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, l'histoire de Marine Le Pen qui sera inéligible, Marine Le Pen sera remplacée par Bardella, moi, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'y crois pas, les mecs. Bardella, il prend personne en 1v1. On est bien d'accord, le chat. Bardella, je le répète, ne prend personne en 1v1. C'est pour ça que Marine Le Pen sera en tête de liste du RN, genre pour être présidente. Je vois pas du tout Bardella incarner le programme du RN, l'expliquer à la télévision, l'expliquer quand il fait ses meetings, parce que ok, tu passes par, comment on appelle ça, les plateaux télé, faire des 1v1, etc. Mais quand t'es en meeting aussi, bon là t'es un peu plus à l'aise, mais là il va falloir mettre les pieds dans le plat, etc. Et ça va être compliqué comme exercice. Ça va être compliqué. Après, Marine Le Pen inéligible, bonne chance, ça me fait plaisir. Mais moi, j'y crois moyen, les mecs. J'y crois moyen. Genre, vraiment, j'y crois moyen. Marine Le Pen, elle prend personne en 1v1. En tout cas, elle a des meilleures armes que Bardella. Voilà, je pense qu'elle peut mieux s'en sortir que Bardella sur un débat. Là, vraiment, les gars, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur, mon gars. Hein. On va hurler. Mais je suis opposé, moi, Zuckman, Red, Zuckman Light, je suis opposé à tout ce qui vient d'abord de Gabriel Zuckman. Parce que je considère que les mécanismes Zuckman sont des mécanismes communistes qui consistent à transformer notre pays en Venezuela sans le pétrole et qui consistent à imposer de la taxation sur des trajectoires économiques. C'est-à-dire que concrètement, si vous êtes un chef d'entreprise, que vous montez une start-up dans l'intelligence artificielle, que vous faites de la levée de fonds, votre entreprise peut ne pas être rentable, vous devrez donc vous acquitter de ces impôts. Donc c'est complètement fou comme principe, et moi j'en ai un peu ras-le-bol que la France soit cet enfer socialiste sur le plan fiscal et normatif qui désincite aujourd'hui, et je le dis dans le livre, tous ceux qui ont envie d'innover, d'entreprendre, de créer leur entreprise, de le faire. Et je souhaite, moi, également, et je le dis dans le livre et je le propose, supprimer les impôts de production. Aujourd'hui, on a des impôts de production qui sont très injustes parce que, contrairement à l'impôt sur les sociétés, ça pèse sur le haut du compte d'exploitation, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte la santé de votre entreprise. Et on a aujourd'hui des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne. Or, je pense, comme le prix de l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure, que les impôts de production sont aujourd'hui un boulet dans la compétitivité de notre entreprise. Alors évidemment, quand vous supprimez un impôt de production, vous avez des rentrées fiscales en moins immédiatement, mais vous avez un effet retour. Et je pense qu'en menant une politique en faveur des entreprises, en faveur de la croissance, en faveur de ceux qui se lèvent tôt, en faveur de ceux qui prennent des risques, qui bossent et qui en ont marre de ces impôts et de ces inflation normative, eh bien, on peut remettre le pays sur le chemin de la croissance et on peut aussi, Monsieur Marchal, répondre au défi de la dette. Parce qu'on n'affrontera pas le mur de la dette uniquement en faisant la chasse au gaspillage d'argent public. Il faut recréer de la richesse et il faut lever les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les créateurs de richesse dans notre pays. Vous restez avec nous, Jordan Bardella. Ce que veulent les Français, le livre est aux éditions Fayard, le livre, la politique, vous commentez l'actualité avec nous. On va continuer de vous interroger avec Bruno Poncet, Didier Giraud et Barbara Lefebvre.